Bonsoir à tous, merci de votre attention. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi. Les Français travailleront bien une journée de plus à partir de 2005. Le Conseil des ministres a approuvé le plan dépendance qui supprime un jour férié. Pour les fonctionnaires, ce sera la Pentecôte. Pour les autres, le choix est libre. Face à 250 journalistes et dans une conférence de presse très présidentielle, Nicolas Sarkozy esquive les questions politiques, mais confirme le renversement de tendance pour la délinquance. 3 questions ce soir à un maire de banlieue, socialiste, Manuel Valls. Bonsoir et à tout à l'heure. Cette fois c'est fait, un préfet issu de l'immigration maghrébine a officiellement été nommé. Aïssa Dermouche, préfet du Jura, a dit adieu à ses étudiants de Nantes qui l'ont ovationné tout à l'heure. 4 Israéliens tués dans le premier attentat suicide de l'année dans la bande de Gaza. Le kamikaze était une femme, mère de 2 enfants. L'Amérique veut décrocher la Lune. George Bush s'adresse en ce moment à la nation américaine. Il veut relancer un vieux rêve, créer une station lunaire permanente. Elle servirait de base d'entraînement pour des missions encore plus lointaines. À terme, c'est Mars qui est visé. Dernière minute enfin du football et la crise à l'Olympique de Marseille. L'entraîneur Alain Perrin est limogé. On commence donc avec cette confirmation. Il faudra bien profiter de la Pentecôte cette année. Dès 2005, ce jour férié n'existera plus. Il s'agit, vous le savez, de financer le plan d'aide aux personnes dépendantes, très âgées ou handicapées. Dispositif approuvé aujourd'hui au Conseil des ministres. Mode d'emploi, Alix Bouillaguet. François Fillon peut se réjouir. Ce matin, son texte a été approuvé par le Conseil des ministres. Pour les fonctionnaires, à partir de 2005, le lundi de Pentecôte sera désormais un jour travaillé. Tous les établissements publics seront donc ouverts, la poste, les mairies, les impôts, mais également les écoles, les collèges et les lycées. Le secteur privé sera logé à la même enseigne, à une nuance près. Les entreprises pourront choisir la date de leur choix pour cette journée de solidarité. En contrepartie du travail accompli gratuitement par les salariés, les employeurs verseront aussi leur contribution, une taxe de 0,3% de la richesse produite ce jour-là. Comment cette réforme est-elle accueillie? Un exemple, côté salarié et côté patron, dans cette usine d'électricité d'une trentaine de salariés. Reportage Elisabeth Esley, Frédéric Pasquette. Spécialiste en installation électrique, Dominique est employé dans cette entreprise de banlieue parisienne qui compte 30 salariés. Il sait qu'à partir de 2005, il devra travailler un jour de plus dans l'année. Sur un plan personnel, quelques heures d'activité supplémentaires, ça ne le gêne pas, mais globalement, il est contre ce nouvel effort demandé au personnel. On s'est un peu concerté avec les collègues et on pense que c'est toujours les mêmes personnes qui sont mises en contribution, c'est-à-dire la masse active. Quant au choix du lundi de Pentecôte, il est jugé arbitraire ici. Tous voudraient davantage de souplesse. Si c'est un jour de RTT, à ce moment-là, ce serait quand je voudrais, donc ce serait beaucoup plus simple. Et ça permettrait aux gens de s'adapter en fonction de leur programme de travail, en fonction des réunions familiales qu'ils ont l'habitude de suivre. Donc je crois que ce serait une flexibilité, donc dans le monde privé, là, pour le coup, beaucoup plus intéressante. Le patron, lui, préférerait supprimer le jeudi de l'Ascension qui tombe en milieu de semaine et désorganise le travail. C'est possible dans le privé. Mais comme les enseignants fonctionnaires travailleront, eux, le lundi de Pentecôte, il serait plus logique que les parents d'écoliers salariés ici travaillent aussi ce jour-là. Autre idée. On pouvait très bien le faire simplement en disant on passe le temps de travail de 1600 à 1607 heures, avec 7 heures qui sont, entre guillemets, non payées auprès des salariés, et puis l'entreprise paye la taxe correspondant à ces 7 heures. Pour financer l'aide aux personnes âgées. Un geste citoyen qu'ils feront volontiers ici, mais en étant persuadés que ce n'est qu'une toute petite goutte d'eau. La grande semaine de Nicolas Sarkozy, suite après le dîner avec les parlementaires hier, la conférence de presse très élyséenne aujourd'hui. Il y avait la foule des grands jours et même des équipes de télévision chinoises et américaines. Le ministre de l'Intérieur a confirmé la baisse générale de la délinquance, mais il a esquivé les questions politiques. Michael Darmon, Dominique Bonnet, Samuel Humez. Le bureau de Jacques Chirac se trouve à 50 mètres d'ici. Nicolas Sarkozy réunit 250 journalistes pour entendre ce genre de questions. Pourriez-vous nous dire en quoi vous seriez un meilleur chef d'État que l'actuel président de la République? Je crains que je ne puisse pas répondre à cette question. D'abord, parce qu'elle prête à la caricature, et quand même, à bientôt 49 ans, il faut que je fasse attention.
À l'affiche, l'exercice de style face aux journalistes. Pour le ministre de l'Intérieur, l'essentiel est de mettre en valeur des questions sur son ambition personnelle sans y répondre directement. Est-ce que l'an prochain, à cette même date, vous présenterez les résultats de l'action 2004 ? Regardez, on n'a même pas fini la première conférence de presse qu'il faudrait que j'en annonce une seconde. Je sais une chose, c'est que de mon point de vue, et de mon point de vue seulement, je n'ai pas fini le travail qui m'a été fixé. Pourquoi partez-vous si tôt en campagne? Et je pourrais vous retourner la question. Pourquoi vous-même écrivez-vous tant d'articles si tôt? Qu'est-ce qui vous restera donc à écrire dans 3 ans et demi? Certains tentent bien de revenir sur le thème officiel de la conférence de presse. Pardonnez-moi d'en revenir à la sécurité intérieure, à la délinquance et à la criminalité. Nicolas Sarkozy en profitera pour revenir sur la baisse de la délinquance, annoncer qu'il fera le tour des 20 quartiers difficiles de France. Ce soir, le ministre de l'Intérieur a rencontré Jacques Chirac en tête-à-tête. L'Élysée espère conclure un nouvel armistice, mais pour combien de temps? Et on s'arrête un moment sur ces statistiques de la délinquance pour tenter de comprendre pourquoi elle a fléchi. Nous avons d'abord suivi les policiers dans l'une des zones citées le plus souvent en exemple, Mulhouse, moins d'îlotage, plus de flagrants délits. Reportage Aurélia Guillemin, Patrice Brugère. Mardi matin, 9h30. L'heure précise où M. Marcel Diebold, de retour de sa banque, se fait régulièrement racketter. Aujourd'hui, en planque dans cette voiture banalisée, les policiers sont déterminés à en finir. On intervient. Sur les 2 agresseurs présumés, un seul sera ce matin interpellé. Mais l'essentiel est fait, le flagrant délit est constaté. Qu'est-ce que vous faites, monsieur? On va te ramener, qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, j'ai 3 ans de sursis, putain, je peux pas prendre en prison, moi. 3 ans de sursis, c'est pour ça que tu continues. Mais j'ai fait quoi, monsieur? Vol avec violence, cambriolage. La délinquance de voie publique, c'est le quotidien de la brigade des violences urbaines. À sa création en 1999, le service comptait 2 policiers. Aujourd'hui, ils sont 10. Des effectifs renforcés pour une mission que l'on dit ici prioritaire. Ils occupent le terrain, ils sortent, ils vont à l'extérieur, ils essayent d'avoir des contacts avec les jeunes, de discuter avec eux et au fur et à mesure ça permet justement de sortir des affaires comme ça, d'élucider parce qu'en fait on connaît les jeunes et on sait aussi quelles infractions ils sont susceptibles de commettre. Mulhouse, 110 000 habitants, la plupart concentrés dans ses tours et une ville qui ressemble aujourd'hui à une immense cité. On ne peut pas dire qu'il n'y a qu'un endroit de Mulhouse où il y a beaucoup de délinquance. Le problème de Mulhouse, on pourrait apparenter ça à un grand quartier social où il y a beaucoup de problèmes. Pour la première fois pourtant depuis 20 ans, ici la délinquance a reculé. Investigation, interpellation, répression, la consigne a été suivie à la lettre, mais l'omniprésence policière ne produit pas les mêmes effets sur tous. Ça change rien du tout. Ça change quand même. Ça change rien, ça change rien. C'est pas même quand ils sont pas. Je veux dire, franchement, la plupart du temps, quand ça s'allume, quand ils voient les civils, quoi. Ils voient la BAC ou quoi, ça s'éparpille quand même. Faut pas non plus dire le contraire. À Mulhouse, l'an passé, plus de 200 personnes ont été écrouées 2 fois plus qu'en 2001. Même s'ils travaillent souvent en partenariat avec les forces de l'ordre, certains acteurs des quartiers s'interrogent. Je ne pense pas qu'il y a des jeunes qui en prison ont appris des choses intelligentes. Et je pense que chaque jeune qui évite la prison et qui peut trouver une autre voie pour avancer, il aura d'autant plus de chances de s'en sortir. La prison ferme, la sanction a pourtant souvent été appliquée aux jeunes délinquants cette année. À la maison d'arrêt de Mulhouse, on compte d'ordinaire 350 détenus. Ils sont 70 de plus aujourd'hui. Rappelons qu'il y a peu de temps encore, l'insécurité était la principale préoccupation des Français, d'après les sondages. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Cela dit, ces chiffres, ces statistiques ne mesurent pas forcément toute la réalité, notamment dans les quartiers difficiles, la réalité telle qu'elle est vécue par ceux qui y vivent. Reportage à Grigny dans l'Essonne, Gilles Marinet, Madi Diawara. Ce lieu, justement, c'était l'ancien local des îlotiers, l'ancien poste des policiers de proximité, quoi, donc qui a été fermé suite à l'ouverture du commissariat. Un poste de police avec une dizaine d'îlotiers contre un commissariat tout neuf qui affiche un effectif de 75 hommes. Les habitants de la Grande Borne espéraient gagner au change. Apparemment,
c'est une déception. Sur des nuisances, squat de cage d'escalier ou par exemple un voisin qui cause des nuisances sonores en mettant de la musique un peu trop forte ou des choses comme ça, effectivement, ils ne se déplacent pas. Hors caméra, certains policiers l'admettent. Ils ne peuvent intervenir à chaque appel. Ils doivent souvent se limiter à l'urgence, les rixes et les bagarres. En intervention, ils sont de plus en plus souvent pris à partie. Plus 30% d'agressions l'an dernier en Essonne. Il y a la part occupation du terrain qui évite les ghettos et les zones de non-droit. Ça, c'était la police de proximité avec la présence dans les cités, dans les quartiers. Ça, c'était indispensable. Et puis, évidemment, la mission de répression qui est complémentaire. Et aujourd'hui, on n'a pas les moyens de faire les deux, donc on part au plus pressé. Plus de répression aujourd'hui, plus de prévention hier. Ce militant associatif habite dans la cité depuis 18 ans. Son constat, l'économie parallèle, les trafics continuent. Les jeunes sont organisés dans la mesure où ils savent que la police recherche quelque chose, dans la mesure où il y a un moment ils se font repérer. Les têtes, le local, les différentes choses, eh ben on change de tête, on change de local, mais de toute façon, ils auront toujours un temps d'avance sur la police. La police ne sait pas ce qu'elle cherche. Un sentiment partagé par ces jeunes gens. Étudiants, ils ont l'impression d'être assimilés à des délinquants en puissance. Certains jeunes qui connaissent très bien, ils leur demandent leur carte d'identité pour vérifier une fois de plus s'ils sont recherchés, mais ils le connaissent. C'est le recherché qui l'attrape. J'ai été contrôlé 5 fois la même journée par les mêmes policiers. Sachez-le. Dans cette cité, la présence policière ne va toujours pas de soi. Un banal contrôle nécessite des forces importantes. La délinquance est endiguée, mais elle n'a pas vraiment reculé. Nicolas Sarkozy qui indiquait lui-même tout à l'heure que la priorité serait donnée à une vingtaine de quartiers particulièrement difficiles au cours de cette année 2004 avec un même objectif de baisse de la délinquance de 3 à 4%. Voici, à propos de ces quartiers, un document. Nous avons décidé de le diffuser parce qu'il permet de mesurer à quel point la délinquance s'est banalisée. L'une de nos équipes a pu approcher une bande de voyous, il n'y a pas d'autre terme. Le sentiment d'impunité est bien là. Cela se passe à Aubervilliers, Dorothée Cochard, Guillaume Fautra. Ça c'est dessus avec les motos volées. On est des jeunes bandits. Les jeunes bandits en question, ce sont des adolescents d'Aubervilliers. Un truc de voiture. Nous les avons croisés par hasard et malgré la présence de notre caméra, ils ne se cachent pas d'avoir volé cette moto. Pour la faire démarrer, ça a été un jeu d'enfant. Le problème, c'est qu'il y a encore le cadenas sur la roue arrière. Du coup, les aînés s'en mêlent. Et ils font bénéficier les jeunes voleurs de leur propre expérience. Surtout, ils leur conseillent de monter la moto dans les étages de la tour. Le vol en réunion est pourtant passible de 5 ans de prison. 7 ans de prison s'il y a violence. Une peine qui peut être alourdie encore, mais à aucun moment les aînés ne les mettent en garde. Au contraire, tout le groupe se mobilise pour aider les deux jeunes voleurs. Soudain, l'un d'entre eux les alerte, il y a 2 policiers en patrouille qui sont en train d'approcher. Les policiers passent. Ils ont bien regardé le groupe, mais apparemment, ils n'ont pas vu la moto. Les voleurs reprennent donc leur activité, mais plus vite. Deuxième alerte. Cette fois-ci, l'aîné prend les choses en main. Il donne des ordres à chacun. Vas-y, monte à l'étage. En quelques secondes, tout le monde a disparu. Le scénario, visiblement, est bien rodé. Quelques secondes plus tard, le guetteur rassure les autres. Les policiers sont loin. Les voleurs reviennent donc chercher leur butin et ils le montent. Et tant pis pour le regard du voisin. Attends, c'est qui comme petit? Vas-y, montez-la à 2. Mettez-la où vous voulez, vas-y. Ce genre d'image est rare, mais la réalité qu'elle montre est quasi quotidienne. Nous avons interrogé les aînés avec qui nous avions initialement prévu une interview. En fait, ils n'ont pas plus de 25 ans, ils sont multirécidivistes, des voleurs, des dealers, des braqueurs. Ils n'en sont plus à des vols de moto. Et au cours de notre entretien, ils nous expliquent que la lourdeur des peines ne les dissuade pas, bien au contraire. On sait qu'on risque beaucoup. Donc pourquoi faire des trucs qui rapportent petit alors qu'on peut faire un truc qui rapporte gros? Si on se fait péter, on se fait péter, voilà. Autrement dit, les délinquants ont fait évoluer leurs objectifs depuis que les policiers sont plus visibles dans leur quartier. On a affaire à des délinquants qui ont véritablement évalué de façon rigoureuse le rapport risque-bénéfice. On a affaire à une délinquance qui s'adapte
aux nouveaux enjeux, à l'évolution de la société. S'adapter à la répression policière. Pourquoi alors ne pas tout simplement devenir honnête? La réponse est sans nuance. La plupart des politiciens, ils détournent beaucoup d'argent. Ils détournent, c'est tous des voyous. Ah ouais, c'est tous des... Mais vous faites la différence entre une délinquance financière et des agressions physiques, de la vente de drogue, qui met quand même en péril la santé des personnes auxquelles vous les vendez? C'est pas nous qui leur a dit de prendre. Ah, c'est pareil, hein, c'est la même chose. Hein. Un escroc, ça reste un escroc. Hein. Pourquoi ces délinquants ont-ils accepté de nous rencontrer? Selon eux, pour prendre la parole, tout simplement. Plus probablement, pour conforter leur pouvoir dans la cité. Avec nous en duplex, donc un maire d'une ville de banlieue, Évry, député maire Manuel Valls. Vous êtes donc maire socialiste. Est-ce qu'au vu de cette situation et de ces premiers résultats de Nicolas Sarkozy, vous dites le ministre de l'Intérieur est un bon ministre? Vos reportages, en tout cas, montrent une réalité plus contrastée que celle que présente le ministre de l'Intérieur. Et puis, au fond, je veux surtout vous dire mon indignation, parce que la conférence de presse d'aujourd'hui, alors que les problèmes des Français s'aggravent, est une nouvelle démonstration, un nouvel épisode de la guerre violente et même indécente que se livrent le président de la République et le ministre de l'Intérieur. Moi, je me réjouis que les chiffres de la délinquance baissent. Et vous en créditez Nicolas Sarkozy? Mais vous voyez, à Évry, depuis 3 ans, nous travaillons tous sur le terrain. La police nationale, la police municipale dont nous doublons les effectifs, nous avons créé des postes de médiateurs pour le jour et la nuit, un service d'aide aux victimes, nous occupons le terrain, il y a un travail social et cela donne des résultats au bout de 3 ans puisque la délinquance cette année a baissé de 12%. C'est le travail de tous. On ne peut pas faire reculer durablement la délinquance dans ce pays uniquement par le travail de la police nécessaire, mais c'est une mobilisation de tous. Mais Manuel Valls, pendant 5 ans, vous étiez au pouvoir. Le ministre de l'Intérieur tire la couverture à lui pour des ambitions, on le sait tous. Pendant 5 ans, vous étiez au pouvoir, elle n'a pas reculé, elle a augmenté. C'est la première baisse depuis 1997. Mais écoutez, tirons les leçons de ce qui s'est passé en 2002. Je fais partie de ces élus de gauche qui font de la lutte contre l'insécurité parce que c'est une inégalité, la priorité, parce qu'elle touche les couches populaires, parce qu'elle concerne les plus faibles. Mais dans notre société aujourd'hui, le chômage augmente, la précarité touche de plus en plus de monde, l'école n'est plus une priorité, on est en train de diminuer les moyens aux associations qui précisément travaillent sur le terrain. La justice manque de moyens et ce gouvernement, et donc Nicolas Sarkozy, crée un véritable désordre social dont les conséquences seront très lourdes. Au fond, on sacrifie une nouvelle fois le long terme pour le court terme et c'est le principal reproche que je fais à un ministre de l'Intérieur qui occupe décidément trop l'avant-scène. Merci Manuel Valls pour cette réaction. Autre temps fort de cette journée, la nomination officielle d'un préfet musulman ou issu de l'immigration. C'est donc chose faite depuis ce matin. Aïssa Dermouche a été désigné préfet du Jura. Il s'est exprimé pour la première fois après avoir dit adieu à ses étudiants à Nantes. Sur place, Jacques Deveau, Gabriel Camilla. Une ovation en guise d'adieu. Les étudiants de l'école de commerce de Nantes ont marqué avec chaleur la nomination de leur directeur en tant que préfet du Jura. Ici, on apprécie l'homme qui, depuis 1989, dirige l'école et l'a hissé au plus haut niveau. C'est un grand honneur qui m'est fait aujourd'hui. Je le reçois avec le sentiment d'une grande responsabilité que je souhaite assumer avec dignité au service de la République. On sait qu'il va sûrement nous manquer parce qu'il a beaucoup apporté à cette école et que, en tout cas, j'espère qu'il sera apprécié à sa juste valeur en tant que préfet. Quant à Aïssa Dermouche, il résume en quelques mots le chemin qu'il a parcouru depuis sa naissance en Kabylie, il y a juste 57 ans aujourd'hui. Du travail, du respect pour autrui et un peu de chance. Vous craignez pas d'être la nomination à Libye, justement, on en parle beaucoup. Je ne rentrerai pas, si vous voulez, dans ce débat. Et si monsieur le préfet refuse de répondre, les étudiants, eux, ont leur avis sur la question. C'est pas uniquement une discrimination positive comme on entend depuis le début, mais c'est quelqu'un qui vaut vraiment son statut de préfet maintenant. Il est vraiment doué et c'est pour ça qu'il est là et il se trouve qu'il est l'immigration, mais qu'il est issu de l'immigration, je pense vraiment pas que ce soit quelque chose de forcé. C'est son talent qui est reconnu et il est né en Algérie, voilà.
Arrivé à l'âge de 18 ans en France, Aïssa Dermouche est aujourd'hui le symbole d'une intégration exemplaire. Mais sur ce point, il n'a pas fait de confidence, sachant le sujet sans doute trop sensible. Une cérémonie aujourd'hui à Barcelonnette en mémoire des 2 élèves de l'école militaire de Saint-Cyr morts de froid hier lors d'un exercice. L'enquête s'annonce complexe, a indiqué le procureur. Il sera notamment difficile d'établir si trop de risques ont été pris dans une institution qui comporte en elle-même la notion de risque. La ministre de la Défense, Michèle Alliot-Marie, a estimé qu'il n'y avait pas a priori de faute de la part de l'encadrement. Les enquêteurs devront notamment déterminer l'état de préparation de l'équipement et l'anticipation des conditions météo. Autre drame, toujours dans les Alpes, à Chamonix cette fois, cet accident d'hélicoptère qui a fait 2 morts, le pilote et 2 pisteurs qui devaient sécuriser les pistes. Un autre pisteur a été grièvement blessé, il y a donc 2 morts, le pilote et un pisteur. Les 3 hommes étaient en train de déclencher des avalanches à l'aide d'explosifs. L'appareil a heurté les câbles du téléphérique des Grands Montets pour des raisons encore inconnues. D'après les témoins, le temps était clair, il n'y avait pas de vent. Ailleurs, la vague de pluie et de neige n'a pas été sans conséquence. Dans le Puy-de-Dôme, une gigantesque coulée de boue a frôlé plusieurs chalets près de la station du Mont d'Or. Le pire a été évité. Jacques Cardoz, Benoît Gadret. Des blocs de boue, un amas de terre et un village envahi en quelques minutes. Touché en pleine nuit, ce hameau du Puy-de-Dôme a été le théâtre d'une coulée de boue impressionnante. Ces blocs de basalte d'une tonne ont quitté la roche avant de dévaler la pente en un instant, de quoi inquiéter les habitants. Le bruit, le bourdonnement, ça a tremblé, on pensait que c'était un tremblement de terre, quoi. C'était impressionnant. Un pont a même été emporté, poussé par la coulée de boue, il a fini sa course en contrebas. Il n'y a eu aucun blessé, mais certaines maisons ont été touchées par les eaux. La coulée de boue est passée par l'endroit que vous voyez, sur la terrasse et par les portes, quoi. Dans le chalet, je ne sais pas s'il a été secoué, mais j'en sais encore rien. Pour les touristes, évacués et relogés dans cet hôtel, c'est juste la fin des vacances. Quant aux habitants du hameau, certains se demandent s'ils ne doivent pas partir. On se pose des questions quant à l'avenir, où est-ce que tout simplement on va aller dormir ce soir ou même dans les semaines qui vont venir, quoi. D'autant que la pluie qui tombe en abondance fait craindre une nouvelle coulée de boue. La pluie qui a provoqué également des inondations. Cette fois, c'est l'est de la France, et notamment l'Alsace qui a les pieds dans l'eau. Certains villages en tout cas. Situation délicate aussi en Normandie. Image commentée par Stéphanie Davogneau. Les habitants du village de Blamont ont été surpris dans la nuit par la montée des eaux. Plus d'1,50 m par endroit. Une 60aine d'entre eux ont dû être évacués. Tous ne sont pas encore relogés. Si on pouvait avoir l'état de catastrophe naturelle, ça aiderait beaucoup. C'est tout l'est de la France qui est touché. La circulation est difficile, de nombreuses routes sont inondées et certains trains régionaux ne circulent pas. Près de Dijon, une digue menaçait depuis hier de s'effondrer et l'eau d'inonder la ville de Brion en contrebas. Par mesure de précaution, 55 personnes ont dû quitter leurs habitations. En Basse-Normandie, une autre digue. Là encore, elle n'a pu éviter l'inondation. L'eau atteint 1,80 m. Le site était réputé sécurisé, mais Louvigny s'est réveillé les pieds dans l'eau. Un peu partout, la situation est stabilisée, mais de nouvelles pluies sont attendues dans la soirée. Des intempéries également de l'autre côté de la frontière. Le Rhin et la Moselle ont été interdits aujourd'hui à la navigation fluviale. Inondation en Bavière. Et puis, dans le nord du pays, une mini-tornade a jeté ce paquebot en construction dans le port de Brême contre le quai. 3 employés du chantier naval ont été blessés. La coque touche maintenant le fond du bassin. Les 3 étages inférieurs de ce navire de 300 mètres de long sont évidemment inondés. Justice en bref avec le dossier Vincent Imbert. Après Marie Imbert, c'est le docteur Chaussois qui a été mis en examen aujourd'hui pour empoisonnement avec préméditation. C'est lui qui avait procédé à l'injection mortelle. Ses avocats sont consternés, ils réclament un non-lieu. On confond notre client avec Jack l'Éventreur, disent-ils. Il n'a fait que répondre à la demande de la famille après concertation avec l'équipe médicale. Ce sera bien entendu au juge ou éventuellement au tribunal de se prononcer. Politique, premier meeting de campagne pour Jean-Marie Le Pen en région Provence. C'était à Toulon, devant 800 personnes. Et 2 ans après son accession au second tour de la présidentielle, le président du FN se voit déjà en vainqueur. Jeff Wittenberg, José Boulestex. On savait que les militants du Front National ne faisaient pas de complexe. À les croire, les électeurs seraient de plus en plus nombreux à être comme eux. C'est, paraît-il, l'un des effets du 21 avril. On est allé au second tour. On peut gagner, on peut gouverner, on a un programme, on a des idées.
Les gens sont de plus en plus sympathiques envers nous. Ils déchirent de moins en moins de tracts et ils nous posent des tas de questions qu'ils ne nous posaient pas dans le passé. Moi je travaille à la direction départementale de l'équipement ici à Toulon et je peux vous dire qu'il y a pas mal de mes collègues fonctionnaires qui sont déjà prêts à voter Front National sans problème. Des anciens membres de la CGT, des anciens membres du Parti communiste d'ailleurs. Comme en 2002 où aucun institut ne l'avait annoncé au second tour, aujourd'hui Jean-Marie Le Pen sourit devant les sondages qui ne le voient pas gagner la région PACA. Je serai élu avec 30, 40, 50 ou 70 camarades, c'est toute la différence. Et si vous n'étiez pas élu, quelle leçon, je serais élu. Un Français. Feu de bois, photos souvenirs à la gloire du leader d'extrême droite et clips de campagne, les images projetées en levée de rideau du meeting donnent le ton. La campagne est nationale. Le programme pour la région est d'ailleurs vite évacué. Sur scène, l'immigration et l'insécurité font bien davantage recette et les numéros se succèdent. Exemple, Jean-Marie Le Pen dans la rue. À un moment, on peut me dire, qu'est-ce que tu as toi? Qu'est-ce que tu cherches là? Tu me regardes et alors? Tu veux là? Tu veux? On est là. On te prend si tu veux. Eh bien, les gens ils ont peur. C'est cela, monsieur le ministre de l'Intérieur, qui est à la base de l'insécurité. La tournée Le Pen a fait hier escale à Toulon, là où le FN a occupé la mairie pendant 6 ans. Paradoxalement, espèrent certains, il y a peut-être montré ses limites. Ils ont gagné les municipales, ils n'ont plus gagné une élection après, puisque les Toulonnais les ont vus aux affaires, leur incompétence, la caricature d'une gestion. Le FN marque en général des points là où on ne l'attend pas. Ici, en PACA, on ne pourra pas dire qu'il n'est pas attendu. À gauche, un accord a été trouvé entre le PS et le PC sur une liste commune qui comprendra également des Verts et des radicaux de gauche. Au lendemain de la décision de la Commission européenne de saisir la justice sur le pacte de stabilité, Jean-Pierre Raffarin est à Bruxelles. Rencontre avec le président de la Commission, Romano Prodi, et sourire de bonne aloi. Mais les sujets qui fâchent seront abordés, le pacte donc, mais aussi la question de la TVA sur la restauration. Au Proche-Orient, un nouvel attentat suicide, le premier de l'année, qui éloigne encore la perspective d'une paix négociée. 4 Israéliens tués, dont 3 soldats. Le kamikaze était une femme, mère de 2 enfants. Charles Anderlin. L'explosion a eu lieu dans le poste de contrôle à l'entrée de la zone industrielle de Erez. Un policier, 2 soldats et un civil israélien sont morts. Il y a 7 blessés. Mais voici l'auteur de l'attentat, Rim El Riach. Dans cette vidéo, enregistrée quelques heures auparavant, elle déclarait « J'appartiens aux brigades El-Qassam du Hamas. Cette opération réalisée avec les brigades El-Aqsa du Fatah est un acte de vengeance contre les ennemis de l'humanité. » Mariée, elle avait 22 ans et 2 enfants en bas âge. Selon des proches, elle est devenue religieuse sous l'influence de son mari qui a certainement approuvé son suicide. Ces inscriptions signifient Rim El Riach, fille des brigades El-Qassam. En fait, ses parents possèdent une usine de batteries de voitures exportée en Israël. Quelles qu'en soient les raisons, fanatisme religieux, haine d'Israël, désespoir, son geste prive de leur gagne-pain les 4000 ouvriers palestiniens d'Erez. La zone industrielle est fermée jusqu'à nouvel ordre. Peut-être un signe d'apaisement en Iran, le guide suprême, l'ayatollah Khamenei, chef des conservateurs, demande le réexamen des dossiers des candidats invalidés en vue des élections législatives. Je rappelle que plusieurs dizaines de candidatures réformatrices avaient été écartées. L'Irak, confronté à un nouvel attentat, une voiture a explosé devant le commissariat de Bakuba. Il y a au moins 2 morts. Parmi les très nombreux blessés, des policiers, des civils, mais aussi des étudiants de l'école voisine. L'explosion a creusé un cratère d'1 mètre de diamètre. C'est la 2e attaque en moins d'une semaine dans cette ville. Et puis les Américains ont arrêté un chef du parti Baas. Il était l'un des 55 dignitaires de l'ancien régime recherchés par les GIs. 13 personnes de la liste sont encore en fuite. Les Américains qui ont ce soir les yeux tournés vers la Lune, George Bush est en effet en train de relancer le programme spatial. Il va s'exprimer dans un instant en direct de la NASA à Houston. Relance massive donc du programme spatial. On en connaît déjà les grandes lignes. Il s'agit par exemple d'installer une station permanente sur la Lune. Elle servirait de base pour des missions plus lointaines. C'est Mars qui est visé à terme. Nicolas Châteauneuf, Romuald Bonan. Depuis 32 ans, aucun homme n'a marché sur la Lune. Mais aujourd'hui, le président américain veut non seulement que la NASA y retourne, mais surtout qu'elle y installe en 10 ans une base humaine habitée en permanence. Alors forcément, cette reprise des vols vers la Lune en fait saliver plus d'un. Certains imaginent déjà très sérieusement y construire des hôtels de 200 chambres avec une vue imprenable sur la Terre.
D'autres échafaudent des projets de production d'énergie en récupérant les rayons du soleil grâce à des panneaux solaires. Il suffirait ensuite de le renvoyer vers la Terre par faisceau de micro-ondes. Mais pour l'instant, tout cela reste de la science-fiction. Retourner sur la Lune est déjà une entreprise ambitieuse. Dans l'esprit de tous les scientifiques, ce ne serait pourtant qu'une première étape. Ça nous offre la possibilité de faire des essais de tout le matériel et de préparer les gens qui vont opérer la mission vers Mars à mi-chemin. À 3 jours de la Terre, une base lunaire servirait donc à préparer le grand voyage vers Mars. Car à plus de 6 mois de voyage, la planète rouge ne laisse pas de place à l'erreur. Pourtant, les défis techniques sont innombrables. Vaisseaux, modules, propulsion, insertion orbitale, tout reste à inventer. La NASA n'a plus le niveau d'expérience qu'elle avait dans les années 60 avec les programmes Mercury, Gemini et Apollo. Tout simplement parce qu'elle n'a depuis construit aucune machine de ce type. Aujourd'hui, les ingénieurs européens comme américains travaillent sur de nouveaux moteurs qui seuls permettraient un voyage de longue durée vers Mars. Le moteur à plasma, par exemple, est déjà utilisé sur certains satellites. À plus grande échelle, sa puissance pourrait être décuplée pour emmener un équipage vers la planète rouge. Mais avant d'en arriver là, il reste toutefois un obstacle de taille, le financement. En 1989, le père du président actuel, George Bush, avait déjà promis Mars. Mais le Congrès lui avait refusé les 400 milliards de dollars nécessaires à l'entreprise. Aujourd'hui, personne ne sait comment les Américains feront pour trouver cet argent. Certains pensent déjà qu'ils devront tirer un trait sur la navette et la station spatiale internationale. La conquête de la Lune a toujours été un rêve, mais aussi un enjeu politique et économique pour les Américains. Romuald Bonan. En avril 61, le sourire de Youri Gagarin fait le tour de la planète. Le premier homme dans l'espace est soviétique. Un seul petit tour de terre effectué en 108 minutes, mais c'est suffisant pour humilier l'Amérique. En réponse, 6 semaines plus tard, le jeune président Kennedy, à peine élu, lance un défi incroyable. Envoyer un Américain sur la Lune d'ici 10 ans pour laver l'affront. Nous sommes décidés à n'épargner aucun effort pour combler ce retard, mais pour l'instant, nous sommes en retard. En fait, il ne faudra que 8 années pour préparer un équipage, inventer la fusée Saturne V, le plus gros lanceur jamais construit, et surtout mettre au point la mission lunaire. Le 20 juillet 69, l'Américain Armstrong est le premier à marcher sur la Lune. Après cette mission réussie et les premiers retours sur Terre de roches lunaires, la NASA est prête pour enchaîner au moins 8 missions. Mais dès la 3e, la course à l'espace frôle le drame. Apollo 13 lance un SOS. Houston, nous avons un pépin. Une explosion et un incendie à bord obligent l'équipage à se réfugier dans le module lunaire pour rentrer d'urgence sur Terre. 48 heures d'angoisse, mais l'incident se finit bien. Alors 4 autres missions vont suivre, jusqu'à Apollo 17. La dernière est aussi la seule à avoir embarqué un scientifique, un géologue. En décembre 72, c'est l'au revoir la Lune. L'objectif de Kennedy est largement atteint. Depuis, plus aucun programme lunaire sérieux n'a été mené. Le retour en Asie de la grippe du poulet, cette maladie qui se transmet parfois à l'homme. Le Japon, la Corée, le Vietnam sont touchés. Le Vietnam où l'on compte 3 morts. Des milliers de volatiles sont abattus par mesure de précaution. Pour l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, le virus pourrait s'avérer plus grave que la pneumopathie, le SRAS. L'environnement avec cette initiative de l'Inde pour tenter de sauver les tigres du Bengale, des tigres qui ont pratiquement disparu depuis un siècle. Un recensement a débuté aujourd'hui. Agnès Monteux, Florence Mavic. Redouté, autrefois vénéré par les humains, le tigre du Bengale, le Sher Khan du livre de la jungle, est aujourd'hui de plus en plus rare. Ils sont peut-être 5000 contre 100 000 il y a un siècle. C'est alors que sa traque a commencé. Les colons britanniques et les Maharajas veulent tous leur trophée du tigre royal. Leur population décline petit à petit. Aujourd'hui, les peaux du félin continuent à se vendre cher, très cher. Le gouvernement les protège pourtant bien depuis 1973. Mais partout ailleurs dans le monde, ils ont disparu ou presque disparu. Alors depuis quelques années, les braconniers se replient sur l'Inde. Les derniers tigres finissent sous forme de médicaments censés guérir les Chinois ou les Japonais de tous leurs maux.
Les eaux broyées sont réputées en Chine pour soigner les rhumatismes. Les Chinois consomment également les yeux, par exemple, qu'ils pensent être bons contre l'épilepsie. Et pour mieux se défendre contre leurs rares attaques, les populations locales n'hésitent plus à les empoisonner. Alors l'ONU a décidé de les recenser précisément pour mieux protéger les derniers rois de la jungle. Avis à tous les joueurs, je vous le disais, le loto européen arrive, il s'appellera Euromillions, regroupera la France, l'Espagne et l'Angleterre. Premier tirage prévu vendredi 13 février avec, pour débuter, un gros lot de 25 millions d'euros tout de même. Jean-Paul Chapelle, Séverine Lebrun. Pour la loterie de Noël en Espagne, ce sont les enfants qui annoncent les numéros gagnants. Et pour ceux qui décrochent le gros lot, ça donne 2 millions d'euros. Au hit-parade européen, les Espagnols arrivent en tête, chacun mise en moyenne 256 euros par an, suivi par les Italiens 190, les Anglais 133 et les Français 108 euros par an. C'est ce qui a donné une idée à la Française des Jeux. Son chiffre d'affaires progresse de 8% par an. Elle veut faire encore plus et lancer le premier loto européen, Euromillions. Oui, ça va marcher. De toute façon, les jeux de la Française des Jeux marchent tous. Cette buraliste nous dévoile le jeu préparé dans le plus grand secret, une cagnotte à l'échelle de l'Europe. Elle pourrait atteindre 25 millions d'euros, plus de 160 millions de francs. Un même tirage le même jour en France, en Angleterre et en Espagne. Ah, si c'est un Français, tant mieux. Si c'est un Européen, on est tous Européens maintenant. J'ai arrêté de croire au Père Noël, donc j'ai arrêté le loto en même temps que... Premier rendez-vous le vendredi 13 février, peut-être un rendez-vous pour les amoureux de l'Europe, à coup sûr, un rendez-vous pour les amoureux du jeu. Les préparatifs du 60e anniversaire du débarquement le 6 juin 1944, les troupes alliées débarquées en Normandie. Première veillée hier à Sainte-Mère-Église, et en présence de nombreux témoins, Nicolas Lemarinier, Guillaume Michel. À Sainte-Mère-Église, tout rappelle le débarquement. Chaque héros, chaque bataille a sa rue et l'on trinque souvent à la Libération, le bar du village. Dans la nuit du 5 au 6 juin 1944, les parachutistes américains tombent sur le bourg. L'un d'eux reste accroché au clocher. Aujourd'hui encore, un mannequin rappelle cet épisode célèbre. Et chacun peut raconter sa première rencontre avec un soldat américain. Cela a souvent commencé par un petit cadeau. 3 boîtes de chocolat qu'il nous avait donné, mais mon père nous a dit il ne faut pas les ouvrir parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Lorsque les plus de 70 ans racontent la guerre aux jeunes du village, les souvenirs sont toujours les mêmes. Le bombardement a commencé exactement à 9h30. Et la terre tremblait, vous savez, c'était un feu d'artifice sur tout le long de la côte. Des paquets tombés des avions, on n'avait jamais vu ça. Et ça s'ouvrait, c'était des parachutes. Dans Sainte-Mère, les combats font rage jusqu'au petit matin. Là, face au danger, c'est l'exode. Geneviève Pasquette a alors 8 ans. Je me souviendrai toujours, mon petit frère, il me tenait ma main, ça avait très fort, et il me disait « Moi, je ne vais pas être tué, Annette, parce que j'ai mon petit capuchon. » Et pendant 3 mois, j'ai vécu avec les Américains. J'ai conduit une Jeep, j'ai tiré à la mitrailleuse. Le village libéré, les Anglo-Américains poursuivront leur chemin vers Paris. Sainte-Mère-Église, elle, entre alors définitivement dans l'histoire. Cinéma, La Boum, Le Grand Blond avec une chaussure noire ou encore Albert est méchant qui sort cette semaine. Autant de films qui ont un point commun, leur bande musicale. Elle est signée Vladimir Cosma. À 60 ans, il a plus de 200 musiques de films à son actif et de très nombreux succès. Frédéric Basile, Abdelmostefa. Le Grand Blond, avec non pas une chaussure marron mais une chaussure noire, c'était lui. Non, 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 reality. La Boum, c'était encore lui. Vladimir Cosma est arrivé de Bucarest dans les années 60, un violon sous le bras. Très vite, il aligne les succès aux côtés de réalisateurs tels que Gérard Houry ou Yves Robert. Et quand Hollywood le réclame, il refuse. Une de mes faiblesses, c'est que j'ai peur de prendre l'avion. Et d'autre part, pour aller vivre définitivement là-bas, pour moi, j'ai déjà immigré une fois. Je viens de Roumanie, c'est mon origine. Pour moi, l'Amérique, c'était un peu la France. Enregistrement de la bande-son d'Albert est méchant. Dans cette scène, Christian Clavier arrive à l'improviste chez Michel Serrault. Vladimir Cosma est à la baguette et au chronomètre. Chaque musique doit correspondre à la seconde près aux séquences du film.
J'ai enregistré une musique de film avec Chet Baker, par exemple, où il y avait une partie de jazz, où il y avait une part de l'improvisation. Mais ici, il n'y a pas de part. Hein. Tout est bien conçu d'avance. Allons-y, moteur! Sur le plateau de tournage, le thème principal du film, version Zigane. Comme souvent, on a demandé à Cosma de trouver un air qu'on retiendra facilement. Mais sans voler la vedette, car la vedette, ça doit rester l'acteur. Sport, football, la crise à l'Olympique de Marseille, on l'a appris il y a un peu plus d'une heure. Alain Perrin, l'entraîneur de l'OM, est limogé. Il paye une longue série de contre-performances. Christophe Duchiron. Ce soir vers 19 h, Christophe Boucher, le président de l'OM, a tenu une conférence de presse surprise. Bonne surprise pour José Anigo, le nouvel entraîneur, qui avait déjà entraîné. Mauvaise surprise pour Alain Perrin, l'actuel entraîneur, qui n'entraînera plus. De ce changement, donc à l'évidence, le ressort était cassé. Je crois que j'ai soutenu Alain Perrin dans une série de revers, comme aucun président de l'Olympique de Marseille n'avait soutenu son entraîneur face à un tel enchaînement de défaites, notamment au Vélodrome. Soyons honnêtes, cette mauvaise surprise n'est pas une surprise, car à Marseille, le vent de la rumeur, que l'on appelle Mistral perdant, a vite fait d'arriver aux oreilles de l'entraîneur qui perd. En football et à l'OM plus qu'ailleurs peut-être, quand les joueurs connaissent la défaite à répétition, c'est l'entraîneur qui trinque. Et pourtant, la saison dernière, en provenance de Troyes, en short et en casquette, Alain Perrin avait fait du bon travail. L'OM qualifié pour la Ligue des Champions, et les supporters croyaient à l'avenir, eux qui ne rêvaient plus qu'au passé. Samedi dernier, Perrin était encore sur le banc à Auxerre, désormais il fera banquette. L'OM était 6e avec 2 matchs de retard, rien de dramatique. Cela prouve qu'entraîneur de foot, c'est un petit boulot certes bien payé, mais un emploi précaire quand même. En ce début d'année, meilleur vœu de réussite et longue carrière à José Anigo et à sa casquette noire. Football encore, les quarts de finale de la Coupe de la Ligue. Il y a quelques instants, Nantes a battu Le Mans, 1-1 à la fin du match et des prolongations, 5-4 au tir au but. Voici le pénalty de la victoire. Je vous rappelle qu'hier, c'était également sur France 2. Lens a été battu 4-0 par Sochaux. Cyclisme et dopage, soupçons autour de l'équipe Cofidis. Des perquisitions ont permis de mettre au jour un trafic de produits dopants, EPO, amphétamines, hormones de croissance, qui ont notamment été trouvés au domicile de 2 anciens coureurs de l'équipe, et notamment Robert Sasson, qui aujourd'hui court sur piste et qui est un espoir de médaille pour les prochains JO à Athènes. Le soigneur Madejak est soupçonné d'être le cerveau de cette filière. 5 personnes ont déjà été placées en garde à vue. Le Dakar, 13e étape, les coureurs ont franchi la frontière de la Mauritanie. Vainqueur catégorie auto, le Britannique Macrae. Peter Hansel est toujours en tête au classement général. Catégorie moto, victoire du Français Frétinier. Et c'est toujours l'Espagnol Roma qui est en tête au classement. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo, Patrice Drevet. 21 h, un téléfilm avec Fanny Cotenson, Moment de vérité. 1h-5, dernier journal, Jean-Claude Renaud, de 6h30 Télématin dans les 4 vérités. Françoise Laborde recevra Jean-Michel Charpin, directeur général de l'INSEE. On se quitte sur ces images de Bagdad. Les attentats continuent, mais la paix se fait jour aussi avec ces fresques peintes sur les murs par les étudiants des Beaux-Arts qui célèbrent également la liberté de dessiner autre chose que des portraits de Saddam Hussein.